Je reviens avec, du coup j'ai basé mon socle en noir pour une meilleure lisibilité. Du coup ça me permet vraiment de voir que l'ensemble de ma pièce manque d'ombre. Donc là je vais revenir au pinceau pour marquer encore plus les contrastes. Pour ce faire je vais commencer avec du bleu marine foncé que je vais venir en fait déposer. Ma peinture elle est pas totalement liquide mais elle est quand même très diluée et je viens juste tranquillement la pousser finalement dans certains creux, sur certaines zones. Voilà. Donc je viens, je dilue, je décharge un peu sur mon pouce et puis hop, je vais venir petit à petit mettre des couches successives. Donc ça va vraiment être la partie qui va être potentiellement la plus longue, mais qui va finalement permettre de vraiment définir toutes mes zones de travail. Là par exemple, je ne vais pas hésiter sur mes yeux à bien marquer le dessous, sachant que les yeux vont recevoir une petite couche de jaune pour bien être démarqués, de sorte à ce qu'on visualise bien l'ensemble. Ça va être assez important. Donc je viens toujours pareil avec de la peinture diluée et je vais vraiment définir mes zones de creux et tout ça. Le rouge que j'ai passé à la fin pour vraiment bien booster à sécher, mais toujours un petit peu brillant malheureusement, mais encore une fois c'est parce que j'ai manqué de bien mélanger les pots. C'est une grosse erreur de ma part, mais ce sera pas trop gênant parce que sur les étapes qui vont suivre je rattraperai ça assez facilement en tapotant un petit peu de couleur et un petit peu de lumière. Donc voilà, là j'hésite pas à prendre. Donc là c'est un Raphaël, pour information, référence 8404, qui est en gros la référence avec laquelle je bosse le plus souvent parce que le réservoir est assez épais. Le réservoir c'est finalement la partie qui va se trouver sur la base du poil, et ça va me permettre d'éviter de revenir trop souvent à ma palette. Là comme vous voyez je passe un petit peu sur la partie écaille avec la peinture liquide qui va vraiment aller se faufiler dans les creux. Ça va Renaud? Renaud est toujours à côté, il m'aide à filmer, donc je le remercie. Et puis au final il pose de temps en temps quelques petites questions quand il a des questions tout simplement. Renaud le multitâche. Hop là. Donc là en fait ce que je fais c'est que vraiment je pousse ma peinture dans les zones de creux pour donner un petit peu de corps et de profondeur à tout ça. Je vais pas hésiter. Alors, une question que les gens se posent régulièrement, est-ce que tu utilises des encres ou de la peinture plutôt? Alors là en l'occurrence j'utilise plutôt moi de la peinture parce que les encres ont tendance à écraser toute une zone. Là où moi en fait avec ma peinture je vais vraiment pouvoir avec ma peinture diluée pousser dans certains creux bien précis et éviter de toucher à d'autres zones, alors que sur les encres on va souvent taper des zones trop larges qui auront tendance à tout écraser. Après vraiment tout le monde, ça va vraiment dépendre du sujet quoi. Ici sur des pièces aussi grosses je privilégie quand même le pinceau et la peinture classique plutôt que les grosses encres parce que finalement il n'y a pas elle n'est pas surchargée de détails, du coup l'encre ne ferait que me laisser des petites traces en séchant, chose que j'apprécie moyennement. Donc voilà, ça répond à peu près à ta question. Oui. Cool. Cool alors. J'essaierai de faire un de ces quatre aussi, une petite vidéo sur la sculpture. Parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir travailler les sculpteurs. Pour information, cette pièce, c'est moi qui l'ai sculptée par exemple. Du coup, c'est vrai que c'était un boulot assez laborieux, mais c'est toujours agréable de voir le travail final et de pouvoir passer un petit peu de pinceau dessus pour y mettre encore plus
pour y apporter encore plus de vie. J'hésite vraiment pas avec mon bleu marine foncé à venir assombrir des zones bien complètes, parce que finalement ça va aussi, les ombres vont aussi me permettre de mettre en valeur mes lumières. C'est bien allumé en haut sur ma tête. Oui, Ça tourne bien. c'est toi. C'est cool. Ah oui. Ça m'est déjà arrivé d'oublier en fait. C'est pour ça que je t'embête avec ça. Je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde ce genre de truc. C'est sur la vidéo de peinture des caisses où je crois qu'on n'a qu'une vue parce que j'ai oublié. Là, l'intérêt de d'avoir deux vues potentiellement, c'est de pouvoir justement switcher sur la vue, tout simplement où on voit de façon nickel la façon dont on applique la peinture. Parce qu'on peut faire tous les tutoriaux écrits du monde, ça ne montre pas en fait les gestes. Et en fait, ce qui est crucial dans la peinture, contrairement à ce qu'on croit, c'est vraiment le geste et le fait de mimer. C'est souvent ce que je dis quand je donne des petits stages de peinture. Je dis toujours que il va falloir mimer comme un singe parce que c'est le meilleur moyen d'apprendre au début. Copier pour mieux ensuite s'approprier les méthodes et faire les choses à sa manière au final. C'est important. C'est pas copier dans le sens spoiler évidemment. Non, pas spoiler, comment on dit, enfin voler quoi. Mais c'est copier dans le sens apprendre des autres et ensuite vraiment se réapproprier avec ses méthodes. Parce que finalement, on va pas réinventer la roue. Donc là, j'en profite pour vraiment, l'intérêt de mixer aéro pinceau, c'est vraiment ça, de pouvoir en fait avec l'aéro faire les beaux dégradés et avec le pinceau poser les contrastes qui vont finir de donner vie, quoi. C'est vraiment, les deux se complètent à merveille. Je travaille quasiment jamais l'un sans l'autre, sauf sur les pièces où il y a trop de détails, où là je vais plutôt privilégier le pinceau sans me prendre la tête à l'aéro. Ouais, j'allais te demander quelle est ta limite dans le détail ou dans la taille de ce que tu peux faire avec un aéro. En fait, il n'y a pas vraiment de limite, mais à un moment donné, c'est plutôt l'aspect pratique qui va primer. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un de pragmatique, je ne vais pas me fixer comme objectif de faire un œil à l'aéro pour maîtriser totalement l'aéro. Ce serait une erreur, en fait. On a une précision bien plus importante au pinceau, donc autant y aller au pinceau. Par contre, c'est vrai que, en fait, c'est plutôt dans ma façon de maintenant développer les gammes que je pense à ça, parce qu'au final, par exemple, sur Dracaris, on est parti sur des formes simples, sur des choses pas trop détaillées non plus, puisqu'on sait pertinemment que, au final, personne, même si de visu ça peut être très joli, personne n'aime avoir 15 heures de finition sur des détails hyper anecdotiques. Donc on a essayé de faire en sorte d'avoir des jolies formes et des figurines assez épurées pour que on puisse travailler à l'aéro dessus et ensuite finaliser au pinceau, si tu veux. Donc en fait, c'est toujours pareil. À l'aéro, il faut essayer de privilégier les figurines qui ont 2-3 matières sur eux, mais pas plus, quoi. Si le mec il a un gros attirail sur lui, plein de tissus différents et des zones de peau mais disparates un peu partout, ça va pas être très utile en fait, l'aéro. Donc à privilégier pour les surfaces assez larges. Assez large, ouais. Après, on peut toujours poser un petit peu les lumières et les ombres de façon générale, c'est-à-dire baser toute la figurine puis poser des ombres globales et des lumières globales. Mais le rendu le rendu va nécessiter de toute façon beaucoup plus de travail derrière au pinceau. Donc voilà. Ce qui est délicat, c'est que c'est toujours dur de donner une réponse entre guillemets basique. Ça dépend. C'est ça, parce que ça dépend énormément. Cas par cas. C'est ça, c'est vraiment du cas par cas. Mais globalement, voilà, il y a des gammes qui s'y prêtent plus que d'autres ou des factions qui s'y prêteront plus que d'autres. En Dracaris,
toutes les factions se prêtent bien à l'aéro et au pinceau. Et c'est vrai que par exemple les orques sont un régal à faire à l'aéro parce que ça se dégage vachement bien. Les nains, voilà. Après forcément Erosia et Elf, il y a plus de détails. Donc c'est bien, ça fonctionne bien, mais ça va demander quand même pas mal de temps. Ensuite, en reprise pinceau. Voilà. Donc là, je vais pareil de ce côté. Donc déjà là, hop, j'ai quelque chose de déjà beaucoup plus démarqué, beaucoup plus lisible. Donc on est content. Tu checkes toujours de temps en temps voir si ça tourne bien. Ouais. Peut-être fait, ouais. Non, Donc là, voilà, globalement, on a une base plutôt saine. Je vais te demander si tu arrives à me choper du jaune. Un jaune, genre un marron jaune même. Hein. Je profite d'avoir un petit peu de noir pour rebooster les extrémités au noir, c'est toujours pratique. j'ai l'impression que t'as qu'un seul jaune, c'est celui-là. C'est pas celui-là. Non, pas à l'aéro, hein, c'est excuse-moi. un peu normal parce que je suis repassé au pinceau là en fait. Je suis pas. Non, mais t'inquiète. Je sais pas, j'ai peut-être mis. On a tellement aussi. Ouais, c'est vrai que ça se bastonne pas mal. Bon, laisse tomber, j'en ai là. T'emmerde pas. Donc là, je prends un espèce de marron jaune en fait, parce que ça va être plus couvrant. Donc beaucoup plus pratique. C'est juste voilà, pour dégager l'œil, enfin les deux yeux, de sorte à avoir une vue plus nette de la pièce. Parce que évidemment l'œil va être une partie hyper importante de la pièce. Ensuite, au noir, de la même manière, je vais commencer à marquer certains creux bien forts, par exemple le pif. C'est hyper intéressant le design de ce dragon. C'est Loïc Loïc Musy, un illustrateur avec lequel j'ai longuement bossé, qui bosse maintenant pour les éditions Sans Détour, qui lui a donné en fait, qui a donné à ce dragon un espèce de visage un petit peu d'oiseau en fait, et qui passe très très bien. C'est vrai que c'est assez particulier, ça se démarque plutôt de ce qu'on a déjà vu, et ça fonctionne. Et ça fonctionne bien. Donc je marque au noir aussi les yeux, hein. Je lui fais un petit peu des yeux un peu fins. Alors, j'ai un peu la tremblote aujourd'hui. Je dois couver quelque chose moi. Je peux la faire. Voilà, donc je pousse un petit peu au noir un peu partout. J'en profite parce que du coup, étant donné que je le passe au pinceau, le noir là sera un petit peu moins brillant. Voilà. Tant qu'à être sur la tête, je vais mettre un petit peu de marron sur la base des cornes pour les démarquer aussi. Je veux bien que tu me chopes un marron, amigo. Plutôt clair, plutôt à chaque fois je te demande, mais du coup par chance je tombe dessus en un regard, tu vois, c'est trop bien. Ouais, tu connais ton atelier par cœur? Même pas, juste de la chance. Et puis après c'est vrai que c'est tu sais, quand tu peins, au bout d'un moment tu développes un petit peu une facilité à voir la peinture qui finalement va te correspondre le mieux. Et puis après on tourne quand même pas mal avec les mêmes pots. Alors ce que je suis en train de faire là, c'est intéressant parce que d'habitude je le fais pas de façon aussi brutale. C'est que je viens de passer une base bien opaque sur la partie haute, et là vraiment c'est vraiment une forme de peinture dans le frais, parce que derrière je vais revenir avec de la peinture beaucoup plus diluée et je vais finalement faire ma transition en tapotant. Donc après là-dessus faut pas être frileux, faut foncer, c'est toujours un peu délicat, mais faut pas chercher le résultat parfait du premier coup, c'est-à-dire que la transition sera loin d'être parfaite, mais ça permet en tout cas de dégager des volumes. Et moi ce que j'avais besoin là, c'était de dégager les volumes de ma tête pour qu'on y voit plus clair au niveau de son visage. Je sais
pas si ça va, tu réussis à suivre un petit peu. Parce que pour information, Renaud sculpte et en même temps m'aide. C'est vraiment un mec qui est polyvalent, quoi. Je vais mettre ça sur mon CV. C'est ça, sculpteur et monteur amateur. Et question aussi que tout le monde se pose. Pourquoi? C'est pourquoi manges-tu la peinture? C'est vrai que j'humecte beaucoup mon pinceau. En fait, je mange pas la peinture. C'est juste que. Alors, pour information, la dilution de la peinture se fait normalement avec de l'eau. Sauf que l'eau, en fait, a tendance à diluer le pigment. Moi, là, avec ma méthode, le truc qui se passe, c'est que je réussis finalement à avoir une meilleure cohésion dans ma dilution. C'est-à-dire que, étant donné que j'utilise pas de l'eau, dans la salive, il y a un petit peu de liant, ce qui fait que les pigments, en fait, vont garder une cohérence quand je vais les apposer. Donc, il y a de ça, et il y a aussi le fait que j'ai la flemme de retourner au pot d'eau, tout simplement. Parce que ça me fait gagner du temps, et que souvent, je suis assez contraint par le temps. Donc voilà, il y a ces deux aspects-là. Pour info, là, je repasse un petit peu au rouge sur les zones les plus rouges de ma peinture. Et comme je l'ai dit, je vais essayer de tapoter cette peinture de sorte à casser les brillances. Pourquoi? Parce qu'en fait, les brillances sont liées à une peinture trop nette, trop précise et trop régulière. C'est-à-dire qu'en gros, l'état de surface de ma zone est tellement parfait que ça brille. Le but là, c'est de casser cet état de surface en tapotant de la peinture. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, le pigment, c'est des petits points. Et en fait, quand je vais venir avec la peinture un peu épaisse et que je vais tapoter, ça va me créer un état de surface moins net et du coup, me casser ma brillance. C'est un truc que j'ai découvert tout simplement parce que j'avais peint un tyrannide pour un Golden Démon. Malheureusement, certaines zones étaient trop brillantes, donc ça me faisait chier. Et du coup, j'ai dû chercher une solution pour casser cette brillance, autrement qu'en amenant du vernis mat. Parce que ça me gênait de mettre du vernis mat sur les parties. Ça aurait trop dénaturé la pièce, bref. C'est des notions un peu à la con, mais ça me gênait, donc j'ai cherché une solution et j'ai trouvé celle-ci. Après, est-ce qu'on peut pas utiliser justement au contraire cette technique pour... là, c'est quelque chose de vivant et assez réaliste, mais pour quelque chose de plus cartoonesque ou on va dire fait main comme un robot ou quelque chose dans le genre. Parce que justement, la brillance peut amener quelque chose. La brillance, je trouve que du coup, en fait, elle va plutôt se lier à quelque chose de... synthétique. Non, ça aurait été l'inverse que j'aurais dit, en fait. Plutôt quelque chose de naturel, justement. C'est-à-dire que je vais plutôt avoir tendance à mettre de la brillance sur le bout des cornes ou des choses comme ça, et avoir un aspect mat sur d'autres zones, comme un robot, un mecha ou n'importe quoi dans ce coup-là. Plus c'est mécanique, plus ces trucs, moi je vais essayer d'amener de brillance. Mais après, c'est vraiment du cas par cas, dans le fond, c'est toujours pareil. Ça dépend vraiment de l'effet voulu, mais ce qui est génial, et ça c'est Benoît Ménard dans la figurine qui l'a beaucoup apporté, c'est ce traitement, ces différences de traitement, brillance, mat, et texture, qui vraiment donne une autre dimension, parce que ça va commencer à donner un petit peu vie à nos personnages. Et oula, fausse manip, j'ai embarqué du jaune dans la peinture, donc tout de suite je refais. On a combien de temps à peu près là? 20 minutes. Déjà 20 minutes de pinceau là? Ouais. Putain, le pinceau c'est tout de suite chronophage et j'ai vraiment pas vu le temps passer du coup. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser tant que j'y suis à venir faire des petites vénules de rouge et de bleu sur les ailes. Je pourrais toujours refiltrer derrière à l'aéro pour les écraser si j'en ai besoin. Ça me donnera quelque chose de sympa. Je repasse un petit peu au rouge sur mes zones de lumière. Ouais, ça fait de la surface à traiter au pinceau quand même. Ouais. C'est tout de suite. Donc là, avec le flanc du pinceau, je viens et je caresse un petit peu, je m'aide. Et c'est ce qui est pratique avec la peinture sur figurine. C'est qu'on cède du volume. Il ne faut pas chercher à attaquer les surfaces comme si on était un peintre en 2D.
on cède du volume et ça donne une notion en plus, donc c'est hyper bien pour l'apprentissage en général, même pour les concepteurs et tout. Je trouve ça super pratique parce que du coup ça donne une approche plus des postes de lumière par rapport à des volumes, et ça c'est chouette. Alors, parle-nous d'un concept qui est assez connu des peintres chevronnés, de la lumière zénitale. En fait, on appelle lumière zénitale, c'est un principe de base, hein. C'est tout simplement la lumière qui vient du dessus, enfin du zénith, en gros, du soleil. Et le fait est que on va tout le temps utiliser quasiment de la lumière zénitale, parce que par défaut, en fait, étant donné la taille des figurines, on va toujours partir du principe quasiment que la lumière elle va venir du dessus, puisque la figurine est ridiculement petite, forcément la lumière lui vient du dessus. Après, en fait, on peut créer des sources de lumière différentes, et c'est là où en fait ça va pouvoir être marrant pour mettre en scène et tout ça, pour mettre des petites scénettes en place. Mais là c'est souvent on va souvent aller vers la facilité, quoi. C'est une exagération en fait pour retranscrire c'est ça, plus ou moins la vie réelle. c'est ça, exactement. Donc là, je vais venir un petit peu sur mes zones de chair. Ah oui, j'ai oublié les vénules que je voulais placer. Je vais les placer tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Donc j'y vais au bleu puis au rouge. Et je vais aller plutôt dans cette direction-là. Donc là, vraiment, avec mon pinceau, je vais faire des traits tout simplement, mais le plus léger possible. Plus on va rajouter ce genre d'effet là, et plus la peinture va être longue, hein. Mais à un moment donné, ouais, c'est ça. À un moment donné, sur ce genre de grandes pièces, ça fait plaisir. ouais, c'est ça. En plus, elle vaut quand même pas mal de points. Mais en plus, vu que j'ai la tremblote, puisque je suis en train de couver un truc, ça m'aide à faire les tracés irréguliers des veines. Et en fait, aux intersections, on va pas hésiter à marquer un peu plus la veine.